Après cette introduction qui nous a renseigné sur la nature de la réaction institutionnelle, soit en France, soit au Maroc, face à la crise, nous allons essayer de nous projeter dans le futur. Pour analyser le sujet du webinaire par rapport à 3 angles de vue complémentaires, l'angle des missions de l'école, l'angle des structures et l'angle des acteurs. Commençons par celui des missions de l'école. L'institution scolaire et universitaire, que nous appellerons l'école dans la suite de ce webinaire, est historiquement investie de 3 missions. La mission d'instruire, la mission de socialiser et la mission de qualifier, cette dernière prenant de l'ampleur avec le souci toujours grandissant de l'employabilité des jeunes. C'est généralement la réponse à la question de comment combiner ces 3 missions qui expliquerait les différences existantes entre un pays et un autre. En revanche, il existe des similitudes qui ont un dénominateur commun, traduisant la volonté de l'État que l'école soit le moule qui façonne un citoyen normalisé, un citoyen à son image. C'est une entreprise légitime, mais n'est-ce pas cette conception de l'école qui nous a donné le monde où nous vivons aujourd'hui, avec toutes les défaillances révélées au grand jour par le coronavirus? Surtout cette trilogie finance, économie, politique qui forme pour certains un cercle vicieux où le pouvoir d'argent appuie le pouvoir politique pour qu'il renforce l'économie, pour que celle-ci profite aux financiers et le tour reprend. D'où ma question au professeur Bouvier. Quelle finalité et quelle mission pour l'école de demain qui serait non pas la matrice d'un citoyen chauvin, égoïste et rien qu'un élément qui entretient ce cercle vicieux, mais l'espace démocratique enrichissant la personnalité et préparant le cosmopolite qui œuvrera pour un destin commun de l'humanité et un monde meilleur. Et quel rôle pourraient jouer les organisations internationales comme l'UNESCO dans cette perspective, sachant que nous avons les objectifs de développement durable à atteindre pour 2030 et l'UNESCO est en train de préparer une vision pour 2050 sur les futurs de l'éducation. À vous la parole, professeur Bouvier. Oui, alors évidemment, vous avez raison. Le moment est venu de davantage préparer les mois qui viennent que ce que nous avons fait pour la Covid-19. Mais j'ai tout de suite en présence une formule que j'aime beaucoup de Pierre Dac. Ce n'est pas un philosophe, c'est un humoriste, Pierre Dac, qui disait « La prévision est difficile, surtout lorsqu'il s'agit de l'avenir ». Donc, je mets ça sur la table et je vais maintenant essayer de répondre à votre question. Tout à l'heure, plus loin dans l'échange, nous serons certainement amenés à évoquer la complexité des dispositifs à imaginer, en particulier des systèmes hybrides, des outils dont on dispose ou dont on ne dispose pas, de la formation des enseignants, de l'accompagnement. Tout ça, nous aurons à en parler. Et à ce sujet, il y a énormément de points communs entre les différents pays. Mais quand on arrive sur le sujet que vous venez de mettre sur la table, celui des finalités de l'école, l'école pourquoi? Eh bien, chaque pays apporte sa réponse. Chaque pays a son histoire, chaque pays a sa culture, chaque pays a sa philosophie, et ce qu'il attend de l'école est extrêmement différent d'un pays à un autre. Et d'une certaine façon, quand on fait, comme je suis souvent amené à le faire, des comparaisons internationales entre les pays, on s'aperçoit que lorsque des pays semblent avoir des systèmes éducatifs qui réussissent mieux que d'autres, c'est qu'il y a tout simplement un accord
entre le pays, sa politique, ses finalités et le système éducatif. Donc, je ne crois pas que demain ou après-demain, il y aura des finalités générales pour tous les systèmes éducatifs de tous les pays. Il y a des pays qui voudront mettre en avant le bonheur des enfants et qui diront, dans le fond, tout ce qui importe, c'est de permettre à des enfants de se réaliser. D'autres diront, non, ce qui est important, c'est de favoriser l'accès à l'emploi. Et d'autres systèmes éducatifs doivent tout faire pour favoriser l'accès à l'emploi. D'autres insisteront sur la nécessité d'avoir des personnes très ouvertes, d'autres au contraire d'avoir des spécialistes, etc. Donc la question des finalités est une question des pays, de chaque pays. Professeur Aourid, ne pensez-vous pas que les intellectuels doivent réfléchir à un nouveau ordre mondial de l'éducation? Quelles seraient alors ses principales caractéristiques? Et d'autre part, partons du postulat que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, citation célèbre de Nelson Mandela, et partons du constat partagé par plusieurs philosophes contemporains, notamment Edgar Morin, selon lequel le monde d'aujourd'hui va à sa perte s'il continue dans la même trajectoire. D'ailleurs, le dernier livre de Morin, Changeons de voie, abonde dans ce sens. Et en l'absence de démocratie mondiale permettant de réguler le monde d'une manière équitable, comment peut-on espérer faire adhérer les dirigeants de la planète à ce nouveau ordre mondial de l'éducation? Écoutez, je commencerai peut-être par un peu la question qui a été posée à M. Bouvier sur finalement quelle école, avant d'aborder un peu la question que vous m'avez posée sur ce que vous avez appelé le nouvel ordre de l'éducation. D'abord, nous sommes un peu désarmés dans des pays comme les nôtres, parce qu'en fin de compte, on réfléchit encore sous le prisme finalement des pays qui nous ont colonisés. Donc pratiquement, donc on pense l'école finalement selon un peu l'héritage français, qu'on le veuille ou non. Donc on a un peu transposé le domaine de l'indépendance en marocanisant un peu finalement le système français. Donc, quel système est le produit d'une histoire et d'un génie. Et quelque part, donc pratiquement, on a pensé l'école comme étant un vecteur idéologique pour un peu l'État-nation, etc. Bon. À mon humble avis, l'État-nation est en crise. Et quelque part, donc, il faut un peu penser l'école en fonction pratiquement de ces crises. On privilégie donc la dimension nationale, mais on ne pense pas à la dimension locale, qui est fondamentale comme pour des pays comme les nôtres, par exemple. Je crois qu'il est fondamental de prendre en considération finalement cette dimension, ce qui explique un peu un certain nombre de phénomènes identitaires, donc qui ont un peu pratiquement ponctué Maroc, Algérie et ailleurs. Deuxième dimension qui n'apparaît pas, c'est l'universel, parce qu'en fin de compte, on ne forme pas quelqu'un pour être finalement travailler dans son pays, on vit dans un monde ouvert, et il faudra tout simplement prendre en considération cette dimension de citoyen du monde. Donc, et quand on fait ce choix, c'est au détriment finalement de la dimension identitaire. Je crois qu'il est fondamental d'intégrer ces deux vecteurs, ces deux paramètres, le local et l'universel, qui, à mon humble avis, n'apparaissent pas. Voilà un peu pratiquement sur la première question, donc relative à l'éducation. Quant à la deuxième, finalement, oui, nous sommes dans une phase où il faudra repenser le monde. Il faudra impérativement un nouveau contrat. Bon, déjà, 2008, la crise économique a été pratiquement un déclic, finalement, mais je pense qu'on n'a pas finalement donc tiré la conscience, disons l'enseignement. Je me rappelle de cette fameuse phrase du président français Chirac, la terre brûle et souffre. Donc, c'était pratiquement un motto mais on n'en a jamais finalement pratiquement donc tiré les enseignements. Là, il me semble qu'il est fondamental qu'il y ait un New Deal. Comme il y avait le New Deal donc après la crise de 1929, il faudra un New Deal, mais cette fois-ci dans la dimension pratiquement dans la dimension planétaire. Or, dans ce cas-là, donc, on ne peut pas non plus finalement pratiquement ne pas penser l'éducation. Ne pas penser l'éducation.
Mais comme l'a dit M. Bouvier, il faut la penser dans les contours propres à chaque pays. Il y a une dimension universelle, mais bon, je ne minimise pas la portée technique, mais je ne suis pas tellement sûr qu'un technicien, bon, à l'UNESCO ou ailleurs, puisse connaître finalement le système mieux que quelqu'un, qu'un national. J'ai peur finalement que pratiquement donc, ce regard techniciste obère finalement la dimension propre à chaque pays. Et là, je reviens finalement à ce que vous avez dit, le rôle des intellectuels, de ces personnes qui posent des questions. Je crois que quelque part, pour un peu paraphraser une fameuse phrase de Clémenceau, la guerre est une affaire trop sérieuse pour la confier aux militaires, eh bien l'éducation est une affaire trop sérieuse pour la confier aux éducateurs seuls. On a besoin des intellectuels qui posent des questions et il est, à mon humble avis, donc impératif de penser l'éducation selon chaque pays, mais de manière planétaire. Si vous le permettez, chers collègues, je dirais à des intellectuels, mais aussi à la société civile. Mais aussi à la société civile.